Alors, on y est, victoire 1-0 contre le Mozambique. On est à un mois de la CAN à la maison. Sur le papier, bon, tout va bien. Mais en réalité, quand on écoute un peu les échos du match, personne n'est vraiment convaincu, n'est-ce pas? On a un peu l'impression d'avoir vu un film dont on connaissait déjà la fin, et une fin un peu décevante. C'est exactement le paradoxe. Le tableau d'affichage y dit victoire, mais le ressenti général, c'est presque celui d'une défaite morale. Notre mission aujourd'hui, c'est un peu de gratter derrière ce score de 1-0 pour comprendre cette frustration. Oui, Pourquoi cette victoire est qualifiée de sans saveur? Quels sont les voyants qui clignotent en orange, voire en rouge, si près de l'échéance la plus importante? et ce qui ressort avant tout, c'est ce sentiment de déjà-vu. On entend parler d'un même scénario, d'une histoire qui se répète, match après match. C'est ça. L'équipe gagne, souvent sur un exploit individuel, mais le jeu collectif, lui, il ne convainc absolument pas. C'est usant à la longue. C'est usant parce que ça pose une question fondamentale à un mois du tournoi. Sur quoi est-ce qu'on doit travailler en priorité? On sent en fait deux courants de pensée qui s'affrontent un peu. Le premier, il dit attention, il est trop tard pour une révolution tactique. D'accord? Concentrons-nous sur la fraîcheur physique, le mental, la cohésion du groupe, l'option sécurité quoi. Et le deuxième courant, qui semble majoritaire, il dit quoi, lui? Il dit que la fraîcheur, ça ne résoudra pas le problème de fond. Et ce problème, il est chronique, c'est le manque de travail sur ce qu'on appelle l'animation offensive. Oui. C'est-à-dire l'ensemble des mouvements, des passes, des déplacements coordonnés pour créer le danger. Et là-dessus, on semble naviguer à vue. Il n'y a pas de plan de jeu clair. Non, pas pour marquer des buts. C'est frappant sur le terrain. On voit les joueurs qui se regardent, qui hésitent avant de faire une passe, comme s'ils ne savaient pas où leur coéquipier allait faire son appel. Exactement. Ça donne un jeu qui est lent, qui est prévisible, et qui dépend entièrement d'un dribble, d'une frappe de loin, bref, d'un coup de génie. On vit sur l'héritage de la Coupe du Monde, hein. On se souvient tous de cette connexion quasi télépathique entre Hakimi, Unai et Ziyech. Absolument, C'était magnifique, mais c'était de l'ordre de la magie, de l'alchimie spontanée entre trois joueurs exceptionnels. c'est ça. Le problème, c'est que la magie, ça ne se décrète pas. Ce n'était pas un système travaillé, reproductible, et aujourd'hui, quand la magie n'opère pas, on voit les coutures du système. On voit qu'il n'y a pas de plan B. Cette dépendance aux exploits individuels, c'est vraiment un fil rouge. Pour voir si ça se confirme, je propose qu'on fasse ce que les supporters ont fait, qu'on regarde l'équipe poste par poste. Bonne idée. Et on peut commencer par la défense, où un grand nom a fait son retour, et ça n'a pas laissé indifférent. Le retour du capitaine Ghanem Saïs, c'est le symbole du dilemme actuel. D'un côté, on ne peut pas nier ce qu'il apporte, son leadership, son expérience, et une qualité de relance capable de casser des lignes d'un seul coup. C'est précieux. Oui, Mais de l'autre, il y a un mais énorme. et semer, c'est sa condition physique. On le sent sur le fil du rasoir, notamment en termes de vitesse. Oui, S'il doit se retourner pour sprinter contre un attaquant rapide, on sent le danger immédiatement. Ça oblige toute l'équipe à jouer plus bas, à être plus prudente. exactement. Et ce n'est pas juste une impression d'observateur. L'inquiétude, elle est massive. Pendant un sondage en direct, 80% des gens ont dit ne pas être rassurés par son retour. 80%, c'est brutal. C'est un chiffre brutal qui montre bien que le statut de capitaine ne suffit plus à rassurer. Le risque semble plus grand que le bénéfice. Heureusement, à côté de ce grand point d'interrogation, il y a eu une vraie satisfaction, une bouffée d'air frais. Anas Salahidine sur le côté gauche. Ah oui, lui, c'est la révélation. On l'attendait et il a répondu présente. Sa performance est décrite comme impeccable. Impeccable, carrément. Oui. Il a tout bien fait. Défensivement, il a été très propre, très solide. Et offensivement, il a été une menace constante. Il ne s'est pas contenté de déborder sur son aile, il a montré une grande intelligence de jeu en rentrant à l'intérieur dans ce qu'on appelle le half space pour combiner. Et créer les espaces. Voilà, c'est un profil moderne, complet. On a peut-être enfin trouvé une solution durable à ce poste. Donc, une défense avec une bonne surprise, mais un gros point d'interrogation. Qu'en est-il du moteur de l'équipe, le milieu? Là, au moins, on a eu une étincelle, avec le retour d'un joueur qui nous avait terriblement manqué. L'étincelle Unai. Son retour change tout. Il marque ce but magnifique, une frappe de loin, qui est une réponse directe à une critique récurrente. Cette équipe ne tire jamais de loin. Exactement. Il a été désigné homme du match avec une note de 8,510 et c'est totalement mérité. Sa capacité à casser les lignes, à se projeter, à créer du danger, c'est vital pour nous.
Mais son retour, aussi positif soit-il, a mis en lumière un autre débat tactique assez vif concernant ses deux partenaires au milieu, Amrabat et El Anaoui. On a l'impression d'un embouteillage. Et c'est là qu'on touche au paradoxe de notre milieu. On a mis deux gardiens de but devant la défense avec Amrabat et El Ainaoui. C'est une bonne image, ça. C'est un coffre-fort, oui, c'est hyper solide, on ne prendra pas beaucoup de buts avec eux. Mais une fois qu'on récupère le ballon, qui a la clé pour ouvrir ce coffre-fort et lancer l'attaque? C'est exactement ça. On a deux joueurs dont le profil est très similaire. Récupération, harcèlement, solidité. Mais ni l'un ni l'autre n'est un créateur. Non. Une fois le ballon gagné, la première passe est souvent latérale ou en arrière. Ça casse complètement le rythme. Contre des équipes regroupées en bloc bas, comme 90% de nos adversaires à la CAN, c'est presque contre-productif. On a un double verrou qui n'est pas nécessaire et on se prive d'un joueur capable de trouver la passe juste entre les lignes, un profil comme Sabiri ou El Hanous. On sacrifie la créativité. On sacrifie la créativité sur l'autel d'une sécurité qui, face à des équipes plus faibles, devient une prison pour notre jeu offensif. Et tout ça nous amène à la ligne d'attaque. Le dossier chaud, celui qui fait grincer des dents. Avec El Kaabi, on a l'impression de voir un joueur qui porte tout le poids du monde sur ses épaules. C'est ça. Ce pénalty raté, c'était presque douloureux à voir. Il est dans une spirale négative terrible, la confiance est à zéro, il se bat, il fait des efforts, mais devant le but, tout devient compliqué. Il a raté des occasions qu'il aurait misées au fond les yeux fermés il y a quelques mois. Sa place de titulaire n'est plus une question, c'est devenu un problème. À ses côtés, on attendait beaucoup de Brahim Diaz. Il a été plus volontaire, on l'a vu essayer de prendre le jeu à son compte, mais on est encore loin du joueur étincelant du Real Madrid. Oui. On a l'impression qu'il n'est pas encore bien intégré dans le système. Il semble un peu perdu, parfois isolé. Le jeu ne passe pas assez par lui et quand il a le ballon, les solutions ne sont pas toujours là. C'est le problème quand on n'a pas de circuit de passe bien défini. Même un joueur de son talent ne peut pas tout inventer tout seul. Il a besoin d'un collectif autour de lui pour briller. Et puis, il y a le cas Ezel Zouli. Lui, c'est l'électron libre, le joueur à double tranchant par excellence. Quand il prend le ballon, on sait qu'il va se passer quelque chose. Toujours. Il est capable d'éliminer n'importe qui en 1 contre 1. C'est sa grande force, il est presque inarrêtable en dribble. Il provoque des fautes, il crée des décalages. Mais il y a toujours ce « mais ». Le déchet. Le déchet dans le dernier geste est énorme. La dernière passe est souvent imprécise, le tir s'envole. Le débat permanent avec lui, c'est est-ce que ce qu'il apporte en provocation compense ce qu'il gâche dans la finition? Pour l'instant, la balance penche du côté de la frustration. Tout ce qu'on vient de décrire, le retour d'un ancien, le manque de créativité au milieu, les problèmes en attaque, tout ça converge vers une seule personne, le sélectionneur, Walid Regragui. On sent une critique monter à son encontre, celle d'un certain conservatisme. Oui, et c'est un point sensible. Après avoir été l'architecte du rêve au Qatar, il semble aujourd'hui plus frileux. Il retourne dans sa zone de confort en rappelant les cadres du mondial, comme Saïs, même si leur forme du moment est discutable. C'est une stratégie qui se défend. Oui, celle de la stabilité et de l'expérience. Mais on peut aussi y voir un manque de prise de risque, non? Certains diraient que c'est de la prudence, mais à 1 mois de la CAN, est-ce que cette prudence n'est pas en train de se transformer en une peur qui paralyse l'équipe? C'est toute la question. On a l'impression qu'il n'ose plus, qu'il a peur de casser la formule qui a marché en 2022. Le problème, c'est que le football évolue, les joueurs changent de forme. On a des jeunes talents qui flambent dans leur club, comme Ayman, qui est vu par beaucoup comme notre meilleur avant-centre actuellement. Mais il ne semble pas prêt à lui donner les clés. Exactement. Et ce conservatisme se voit aussi dans le choix des adversaires. On enchaîne les matchs amicaux contre des équipes jugées trop faibles. Ça fait de belles statistiques, mais est-ce que ça nous prépare vraiment? On ne teste jamais notre défense contre une attaque de haut niveau. C'est le cœur de la frustration. On est à près de 2 ans de l'exploit du mondial. Logiquement, on devrait avoir capitalisé sur ça pour construire de nouvelles certitudes, faire évoluer notre jeu. Et pourtant, Et au lieu de ça, on a l'impression de régresser, de revenir en arrière avec les mêmes doutes sur les mêmes postes qu'avant la Coupe du Monde. C'est déroutant. alors, au final, que faut-il retenir? Le bilan est paradoxal. D'un côté, on gagne, les résultats bruts sont là, mais de l'autre, cette plongée dans le jeu de l'équipe révèle une somme d'incertitudes, de questions sans réponse juste avant les tournois. La conclusion, c'est qu'il y a une fracture nette entre les résultats et la performance. On gagne contre des équipes plus faibles, c'est un fait, mais la manière est de plus en plus inquiétante. La tactique stagne, des postes clés comme la défense centrale et l'avant-centre sont de véritables chantiers. L'équipe ne progresse plus. C'est ça, elle ne progresse plus, elle gère. Et gérer, ça ne suffira pas pour gagner la CAN.
Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question qui flotte dans l'air et qui est un peu provocatrice, je l'avoue. Toute cette discussion met en lumière une équipe qui, en l'absence d'un plan de jeu offensif clair et huilé, dépend énormément des éclairs de génie individuel pour faire la différence. Un tir lointain d'Ounahi, un dribble des El Zouli, une inspiration de Diaz. Face à la pression immense d'un tournoi à domicile, où chaque match sera une bataille et où les nerfs seront mis à rude épreuve, s'appuyer sur ces moments de magie est-il une stratégie viable pour aller au bout, ou est-ce un pari extrêmement risqué qui menace d'exposer les faiblesses structurelles de l'équipe au moment le plus important ?